J'ai le plaisir de vous recevoir, vous, notre public, nos auditeurs sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM et en simultané vidéo sur gtmag.fr pour la grande émission Automoto de la fin de semaine en prime time, les experts Automoto. Et oui, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis à 19h, les expertes et les experts, ce soir c'est des experts, il n'y a pas de femmes aujourd'hui avec nous. Les experts donc Automoto de Martinique sont avec gtmag.fr et Maxi Anti à l'arrobase du Casino Batelière Plaza pour traiter l'actualité Automoto d'ici et d'ailleurs. Ce soir, nous sommes avec vous grâce à Speedy Martinique, API Martinique, l'Arrobase, le restaurant du Casino Batelière Plaza, la Belle Web et gtmag.fr. Avant de débuter notre émission, n'oubliez pas chaque semaine de retrouver tout le sport sur RMC diffusé par Maxi Antilles, 107.1, 107.3 FM et le matin à 7h05 et 8h05. Retrouvez-moi pour l'instant auto pendant la matinale d'Apolline de Malherbe et juste avant le Super Moscato Show. Ce soir, on parle plus que jamais de sécurité routière en Martinique et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir, et pour la seconde fois d'ailleurs, le commandant Julien Desmet, commandant de l'EDCF, l'escadron départemental de contrôle des flux, anciennement appelé EDSR, escadron départemental de sécurité routière. Bon, il fallait faire le point et le dire, c'est un peu long, mais il fallait l'expliquer, au moins comme ça pour commencer, et puis on va revenir à tout ça bien sûr. Donc, on va bien sûr voir comment, et mon commandant, pourquoi surtout le sigle de l'escadron a changé, et il a changé pour des raisons très précises, avec sûrement des nouvelles tâches et des nouvelles responsabilités pour le commandant, donc Julien Desmet qui est avec nous ce soir. Bonsoir à tous, merci. Merci d'être là, et on va vous laisser parler bien sûr avec le Major, on va en parler aussi. Vous êtes donc justement accompagné ce soir pour cette émission du Major Jean-Marc Boulanger, commandant de la brigade motorisée de gendarmerie de Fort-de-France. Nous parlerons ensemble de sécurité routière avec la dégradation des chiffres du nombre de morts et blessés sur nos routes. Est-ce que c'est une fatalité? On essaiera de le voir avec vous tout à l'heure. Donc merci mon commandant Julien Desmet d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Pour la seconde fois. Pour la seconde fois. Vous êtes habitué aux grenouilles ou pas qui sifflent un peu? Un petit peu. J'arrive à mieux supporter le fond sonore dans mon jardin pour pouvoir passer des nuits paisibles. Bon, on s'y habitue avec le temps. Alors, autre question qu'on va se poser quand même malgré tout, parce qu'on a parlé un petit peu de dégradation des chiffres effectivement sur le nombre de morts et de blessés sur les routes de Martinique. Est-ce que c'est une fatalité? Je repose la question et on posera la question bien sûr à nos deux gendarmes présents sur le plateau. Est-ce que la destruction des 40 radars ou presque a eu des conséquences et provoque plus de décès et de blessés graves en Martinique? On leur posera la question. Et puis nous recevrons en fin d'émission Fabrice Montout, que tout le monde connaît en Martinique, conseiller commercial pour Alfa Romeo. Il est alfiste, spécialiste d'Alfa Romeo, on peut le dire. Très exactement, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, avec quelques modèles qu'on a déjà essayés sur GTMag, on y reviendra, de toute façon, t'inquiète pas. Donc tu nous présenteras le dernier né et bien né de la marque, le fameux Alfa Romeo Junior, essayé donc par gtmag.fr. Allez voir l'essai vidéo sur les routes de Martinique qui vaut le coup d'œil, et la Junior hybride nous a franchement ravis. Alors, on n'a pas présenté Eric Rouget, mais bon. On ne présente plus maintenant. On ne présente plus. Heureusement qu'il est là, Eric. Aujourd'hui, tu es d'un coup de main extraordinaire, puisque tu es donc un ancien gendarme, on le redit. Voilà, toujours réserviste, toujours réserviste. Dans la gendarmerie, un petit peu encore. Voilà, et puis surtout, tu es un fan de moto déjà, et puis tu connais la sécurité routière parfaitement. Et un peu triste justement des chiffres qu'on peut avoir en Martinique, parce que c'est un peu grave. Exactement. Alors, avant de parler de ça, on revient au commandant Julien Desmet, si vous êtes d'accord. Donc, merci encore une fois d'être là. Et donc, oui, on apprend donc que l'escadron départemental de sécurité routière change de nom, se transforme en quelque sorte, et devient le DCF, l'escadron départemental de contrôle des flux. Alors, bien sûr, tout de suite, on a une petite idée, les flux, on comprend bien que ça concerne à peu près les gens qui circulent de droite et de gauche, au centre, sur les mers, ailleurs peut-être. Donc, quelle est finalement ces nouvelles fonctions que vous allez intégrer dans cet escadron? En fait, le changement de dénomination de l'escadron départemental de sécurité routière en escadron départemental de contrôle des flux a été une volonté de la direction générale de la gendarmerie qui, depuis le 1er octobre, a décidé d'inscrire ces unités dans une sorte de réorganisation de façon à développer les missions qui sont dévolues au départ aux unités motorisées. Donc en Martinique, nous n'avons que des brigades motorisées. Sur la France hexagonale, nous avons des pelotons motorisés et des pelotons d'autoroute. La direction a souhaité également inclure en fait les brigades nautiques, les brigades fluviales et pour emploi les brigades de gendarmerie des transports aériens. Alors, ça doit présenter un certain nombre d'avantages, je suppose,
pour les services de l'État. C'est-à-dire que si les gendarmes sont à ce point-là, je veux dire, répartis, on va dire, sur les différentes zones de circulation, c'est que derrière, il y a une idée sûrement, c'est d'essayer de maîtriser un petit peu les événements qui peuvent s'y produire. Tout à fait. Particulièrement les événements pas très intéressants qui mettraient en danger le grand public, par exemple. En fait, il y a plusieurs enjeux. Hein. Bien sûr, il y a un enjeu de sécurité des mobilités, donc qui va être la lutte contre l'insécurité routière, qui va être la lutte contre l'insécurité maritime, ou qui va être la lutte contre des comportements inadaptés à la pratique de l'aviation, notamment au niveau des aérodromes. Chose qui était aujourd'hui peu suivi au niveau national. C'est pour ça qu'il y a cette volonté de restructuration de façon à avoir une nouvelle dynamique et surtout une globalité dans le contrôle des flux, dans la sécurité des mobilités. Aujourd'hui, on nous voit souvent, alors on a tous l'image du motocycliste derrière son appareil vitesse qui est là pour sanctionner les contrevenants qui s'affranchissent des règles du code de la route. Mais la réalité, c'est qu'on a la délinquance. La délinquance emprunte également les voies routières, mais également les voies maritimes, encore plus en Martinique. Hein. Je pense que tout le monde a connaissance de cette problématique. Et également, éventuellement, le transport aérien. Alors, quand on dit transport aérien... C'est vrai que c'est surprenant. L'aérien, c'est surprenant. Voilà, on se demande là où sont les infractions, en fait, finalement, quelque part. Là, en fait, les infractions. Là, en fait, il y en a plusieurs. Ça peut être de l'importation ou de l'exportation illicite de marchandises. Donc on va avoir tout de suite en tête les produits stupéfiants. Mais là, vous n'êtes pas sur les douanes là, alors là, il y a deux choses à distinguer en Martinique. Vous avez l'aéroport international et l'aérodrome. D'accord. L'aéroport international est sous contrôle des douanes, principalement, et de la police aux frontières, qui sont chargés des missions de contrôle. La brigade de gendarmerie du transport aérien est chargée de la sûreté aéroportuaire, donc également du fret, et également on a la base de l'aérodrome qui permet de faire des liaisons assez facilement entre Sainte-Lucie, la Dominique ou d'autres îles des Caraïbes. Sans passer par le circuit peut-être classique. Tout à fait, avec un niveau de contrôle qui peut être plus faible que sur l'aéroport international, et donc qui mérite qu'on porte une attention. D'accord. Oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'aéroport, Aimé Césaire de Martinique, mais comme dans d'autres aéroports, mais celui-ci en particulier, il y a un service de gendarmerie qui est présent, il y a un poste de gendarmerie, il y a des postes de police, mais il y a des postes de gendarmerie, et c'est vous qui assurez la sécurité sur les pistes aussi, a priori. Alors, ou aux alentours des pistes, ou etc. Enfin, surtout au contact surtout aux approches des avions. En fait, l'idée est de garder un œil sur les personnes chargées de travailler autour des avions pour détecter des comportements inadaptés ou des éventuelles menaces, pour s'assurer de la sûreté aérienne. Eric, tu voulais dire quelque chose ? Alors, moi j'étais motard, hein, comme tout le monde le sait, mais j'ai verbalisé un avion une fois en Aveyron qui volait trop bas au-dessus d'une ville classée, donc où il y avait beaucoup de touristes. Et du coup, c'est pour la protection aussi des personnes. Comme on l'a dit, on peut avoir des accidents d'aviation. La personne a une suspension de licence de vol pendant 3 ans quand même et une grosse amende, donc son infraction était assez grave. D'accord, donc bon, je ne suis pas certain qu'elles soient aussi nombreuses malgré tout que par exemple pour les bateaux. Là, les bateaux, on peut en reparler peut-être un tout petit peu. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on voit parfois, parce que là on est usagé finalement de la plage, d'accord, et on voit souvent des bateaux s'approcher par exemple à 50 mètres ou à 80 mètres. Voilà, l'infraction la plus courante au niveau nautique, c'est le non-respect des 5 nœuds dans la bande des 300 mètres. Hein. Bien sûr. Je pense qu'on a tous pu le constater au moins une fois en étant en bord de mer. Après, on a donc des gens qui vont être non titulaires du permis côtier pour pratiquer le jet ski, pour avoir une embarcation légère. On a également des personnes qui vont se servir de ces moyens nautiques pour avoir une activité criminelle, donc soit au sein de la Martinique, soit entre les îles qui sont relativement proches les unes des autres finalement. Alors, une question que je voulais vous poser qui me tarde depuis un petit moment, c'est depuis, on va dire, le Covid, on a le sentiment, pour ceux qui s'occupent un petit peu, qui s'intéressent un petit peu à la sécurité routière et qui constatent parfois des comportements un peu bizarres sur les routes, donc on revient à la sécurité routière sur nos routes. Est-ce que vous avez vu des changements de comportement depuis plusieurs événements, déjà le Covid-19, ensuite les événements un peu politiques qui ont eu lieu avec certaines fractions de la population qui ont essayé un petit peu de se rebeller sur certaines choses. Est-ce que vous avez vu un changement de comportement sur les routes ?
il y a un certain relâchement. On note depuis, c'est au niveau national, hein, un relâchement dans les comportements. Les personnes sont moins vigilantes, moins attentives. On a par exemple le téléphone qui est une réelle problématique car c'est vraiment intrusif dans la vie du quotidien et c'est devenu une extension de l'avant-bras pour la plupart des gens. Le téléphone n'est jamais coupé. Même en voiture et surtout quand on est en voiture on n'est pas censé passer des communications, en tout cas pas quand le véhicule est en circulation et malheureusement aujourd'hui c'est une réalité, on le voit même en moto quand on remonte les fils des bouchons en Martinique, des gens qui sont en FaceTime. Oui. Alors on est dans un bouchon, je suis d'accord, l'accident ne va pas être violent parce que ça ne roule pas vite, mais ça traduit une légèreté dans l'application du code de la route. Et si on le fait dans les bouchons, à un moment donné, quand la circulation se rétablit, qu'on est en FaceTime, on poursuit son FaceTime ou sa communication téléphonique. Ouais, c'est quand même terrible. Il y a des préfets en métropole qui ont pris des sanctions plus graves sur l'utilisation du téléphone, puisqu'ils arrivent à suspendre le permis pour l'utilisation du téléphone. Mais non, mais de toute façon, c'est le mal du siècle, c'est clair. Et je veux dire, on est tous plus ou moins, parfois, pas trop regardants sur ces choses-là. Malheureusement, il faut le dire. Parce qu'on est en fait, la réalité, moi, j'ai compris comment faire. En fait, j'ai compris et je donne l'information aux gens qui nous écoutent. Franchement, prenez votre téléphone, mettez-le dans votre sac, si vous êtes une jeune femme, bien sûr. Mettez-le à l'arrière, dans le coffre, ou je sais pas. Et là, vous êtes sûr de ne plus toucher votre téléphone. Parce qu'autrement, la tentation, elle est vraiment terrible. Je pense que la meilleure des solutions est de passer le téléphone en mode voiture ou en mode avion, carrément, ou en mode silencieux. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie embarquée dans les véhicules, on peut sans problème décrocher son téléphone, même s'il est au fond du sac. Quand on utilise le kit main libre adapté au véhicule, on n'est pas en infraction. Ouais. On n'est pas en infraction. Il ne faut pas toucher le téléphone, en fait. Voilà, exactement. L'infraction, c'est l'usage d'un téléphone tenu en main. Déjà arrivé, donc. Il faut pouvoir conduire, en fait, tout simplement. Il faut pouvoir avoir les mains sur le volant. En fait, le problème de la communication téléphonique, c'est surtout l'attention. Oui. Concrètement, quand vous êtes au téléphone, même avec un kit adapté à votre véhicule qui est d'origine, je défie n'importe qui de faire une conversation téléphonique sérieuse de 10 minutes et après de dire ce qu'il a vu ou croisé pendant les 10 minutes de conversation. Claire. La personne est incapable de dire ce qu'elle a pu voir ou faire pendant ces 10 minutes avec des points précis. Si on lui demande si elle a croisé une personne à un moment donné sur le passage piéton, à côté d'un passage piéton, elle s'en souvient même pas. Non, là, je vais être 100% d'accord avec vous, ça c'est clair. Mais je voulais qu'on revienne, donc on y reviendra de toute façon, plus ou moins dans l'émission. Je voulais qu'on revienne finalement sur l'escadron départemental donc, maintenant de contrôle des flux. Et on vous pose une question très simple. Quelle est votre mission demain ? Quand vous arrivez au bureau, vous, quelle est votre vision d'ensemble en fait ? Et comment vous commencez votre journée en fait parce que là vous cumulez beaucoup de choses finalement. Alors la mission en fait a évolué, mais de façon relative. C'est-à-dire qu'on faisait déjà du contrôle des flux. Le contrôle des flux, c'est quoi ? On va faire une opération de contrôle routier, et à partir d'un contrôle routier, je vais prendre l'exemple de la personne qui est dépistée positive aux stupéfiants, on va pousser nos investigations pour voir si la personne détient sur elle ou dans son véhicule des stupéfiants. En fonction des éléments découverts ou recueillis, on va aller en perquisition à son domicile. S'il faut mettre la personne bien sûr en mesure de garde à vue pour laisser l'opportunité à la justice d'apporter une réponse adaptée. Et on va plus être sur un volet judiciaire que de sécurité routière. La saisine de départ va être le contrôle routier, même à l'improviste. On n'est pas obligatoirement en infraction pour être contrôlé. Il faut savoir que tous les gendarmes ont le droit de contrôler à n'importe quel moment l'usager d'un véhicule, que ce soit véhicule 4 roues, 2 roues, cyclo, ce qu'on veut. Et après, à partir des éléments de contrôle, de développer, pas forcément sur un volet de sécurité routière, de développer sur un volet de contrôle des flux. Donc vous avez une capacité d'enquête en fait finalement. Tout à fait, exactement. Je vais prendre un exemple. Donc on parle souvent des trafics de stupéfiants, etc. Ça peut être aussi la lutte contre l'immigration irrégulière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez contrôler un usager. L'intéressé n'est pas en mesure de vous présenter une pièce d'identité. Vous faites quelques vérifications et vous vous rendez compte qu'en fait la personne a un titre étranger, n'a pas réalisé ses démarches administratives en France, et là elle bascule en retenue administrative. Et là c'est à la discrétion du préfet
de décider de la mesure à mettre en œuvre par rapport à cette situation. Donc ça veut dire qu'avant, vous ne faisiez pas cette mission-là. Si, on la faisait déjà en fait. Vous la faisiez déjà en fait, Voilà. voilà, c'est ça. Là, l'idée, Sauf que là, c'est officiel en fait, on va dire. en fait, l'idée, il y a aussi un intérêt pour nous en fait en interne, c'est pour permettre à nos personnels d'aller chercher des formations sur lesquelles ils n'avaient pas forcément d'opportunités avant. Mais aujourd'hui, vu qu'ils ont aussi la mission, on va dire, gravée dans le marbre, et ben, ça leur permet d'aller faire des formations, de gagner des compétences et s'inscrire dans un parcours de carrière qui est plus valorisant au sein de l'institution. Est-ce qu'on ne perd pas quand même cette sécurité routière, finalement, ce mot que j'aimais bien dans le DSR La crainte, c'est de se dire, mais est-ce que finalement, cette mission de base qui est la sécurité routière, est-ce que le reste est au détriment de cette sécurité routière? Sûrement que non, j'espère. Alors, c'est pas possible. Vous n'allez pas me dire oui, de toute façon, hein, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce qu'on perd du personnel quand on fait des enquêtes, puisque c'est une enquête, donc il y a moins de gens sur le terrain pour faire des contrôles de vitesse, par exemple, ou des choses comme ça. Hein. Cette mission de sécurité routière, elle ne sera jamais lâchée. On sera toujours sur le terrain. Donc c'est le Major Boulanger qui s'exprime, hein, je le dis, parce que vous n'avez pas parlé plus tout à l'heure. Major Boulanger. On sera toujours sur le terrain. Il y aura toujours des motocyclistes qui vont parcourir les routes. Donc cette mission, on n'est pas prêt de la lâcher. Il ne faudrait pas augmenter peut-être les effectifs. Je vais vous aider, mon commandant, pour demander des effectifs. Si vous avez un moyen, c'est pas moi. Hein, si vous avez un moyen de convaincre ma direction générale de m'apporter un concours supplémentaire, je suis bien évidemment preneur. Si vous nous entendez, non, le message est passé. Très clairement, le terrain ne sera pas lâché. Le terrain ne sera pas lâché. L'idée est juste de développer notre champ missionnel. Alors oui, c'est vrai, hein, quand à un moment donné, on part en mesure de garde à vue, en perquisition, forcément, on quitte le terrain pour aller chercher autre chose. Mais c'est aussi, on montre aussi aux gens qu'entre guillemets, on n'est pas uniquement là pour vous verbaliser pour l'excès de vitesse ou l'usage du téléphone. Et que la personne qui est un vrai délinquant, on s'occupe d'elle. On s'occupe d'elle et on la traite. Et, c'est important de le dire, c'est important de le savoir. Et c'est important parce qu'on a souvent l'image du gendarme sur le bord de la route qui fait du boulot facile et qui est là pour embêter la population. Alors qu'en fait, non. Donc nous, on a un seul intérêt, c'est qu'il y ait moins d'accidents, ça c'est sûr. Et surtout, quand on a des personnes en face de nous qui ont des profils plus particuliers, on ne s'arrête pas uniquement au contentieux routier. C'est-à-dire qu'en gros, vous poussez la démarche pour... on continue nos investigations pour développer. Et aujourd'hui, c'est ce qui est demandé également donc, aux militaires qui arment les brigades nautiques ou les brigades fluviales. C'est-à-dire qu'ils font leur devoir de contrôle, de mission, de sécurité, de police maritime, de police fluviale. Mais d'aller plus loin. On va plus loin dans nos investigations dès que les opportunités sont présentes. Alors, on revient un petit peu à la sécurité routière. C'est vrai que vous avez dans vos missions, et on a compris ça depuis quelques années, on a reçu l'ADEAL ici, on a reçu beaucoup de gens, on a reçu d'autres services de police ou de gendarmerie. On a bien compris que l'État misait beaucoup sur la formation et la prévention, en fait, finalement. C'est-à-dire, vous allez sûrement dans les entreprises, vous allez dans des écoles, quand on vous le demande ou en mission, je ne sais pas. Hein. Et donc, vous apportez aux jeunes une information donc, spécifique qui permet de faire de la prévention. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une très bonne chose, parce que je pense que c'est la base de la communication. Mais est-ce que je vous trouve très mal épaulé par l'État, finalement, qui pourrait faire des campagnes de communication comme on les a connues nous avant. Alors nous qui sommes des cinquantenaires, donc on est un peu spécifique, on a vécu une autre époque où notre culture de sécurité routière, on se l'est faite à travers des grandes campagnes de communication dont on se rappelle tous. Un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. Alors, bien sûr aujourd'hui ça fait sourire parce que c'est un peu ancien, mais ça a épaulé quand même beaucoup les services de gendarmerie, ça a beaucoup aidé à éduquer la population dans son ensemble. Ici j'ai l'impression qu'on manque vraiment de ce genre d'informations précieuses et générales. Ces campagnes elles ont toujours lieu. C'est pas une critique, hein, c'est une question que je me pose. Ces campagnes elles ont toujours lieu, elles ont néanmoins changé de format. Aujourd'hui on va pas le cacher, si on parle de sécurité routière, les victimes, je vais parler de victimes au sens large, sont jeunes. Et en fait, les jeunes ne suivent pas forcément la télévision comme nous à notre époque. Les mêmes médias. Ils sont très réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de communication sur les réseaux sociaux pour toucher cette population qui aujourd'hui représente en Martinique près de 80% des victimes, les 18-34 ans. Donc concrètement, il y a un vrai sujet de prévention. Donc au niveau communication, spot publicitaire, on va plus les retrouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux que sur les grandes chaînes nationales. D'accord.
Après, nous, au niveau de notre activité de prévention, on ne fait pas que de la répression. On intervient à plusieurs niveaux. On va dire le niveau élémentaire, c'est dans les écoles pour sensibiliser dès le plus jeune âge. On intervient au profit des entreprises. On intervient dans un milieu un peu associatif, notamment pour tout ce qui est conducteur de deux roues motorisés, qui est pour nous une cible importante à atteindre, dans le sens où il représente un contentieux non négligeable et même disproportionné On y reviendra par rapport au nombre de véhicules en circulation. Donc en fait, toutes ces activités de communication ont toujours lieu. Elles ont juste pris une forme différente. Et c'est vrai que pour nous qui sommes peut-être plus habitués à avoir des grands spots publicitaires sur les grandes chaînes nationales, on se dit on voit plus tout ça. Bon, là, avec la période des fêtes, je suppose qu'on va revoir les traditionnels spots de sécurité routière amenant à la prévention, notamment liée à la consommation d'alcool. Je rappelle que les stupéfiants sont interdits quoi qu'il arrive. Et que donc celui à qui l'on tient, on le retient, c'est le spot de la sécurité routière. Et c'est exactement ça. Si chacun jouait à un moment donné à minima un rôle de prévention, on éviterait bien des drames sur la route tout au long de l'année. Alors, on parle des jeunes un petit peu, beaucoup, les jeunes à moto, on y reviendra encore une fois dans la seconde partie de l'émission, parce qu'on va parler de chiffres un peu plus pour mieux comprendre que les jeunes à moto sont vraiment vulnérables et que c'est eux qui payent le plus lourd tribut au prorata du nombre de morts et de blessés, voire d'handicapés parfois. Mais je reviens un petit peu à l'alcool. On est dans un pays où on aime boire des bons spiritueux, on va dire. Le rhum n'est pas de l'alcool. Le rhum n'est pas de l'alcool, voilà, c'est ça. Est-ce que là, vous voyez des changements de comportement depuis vous êtes là depuis 2 ans. Major, je ne sais pas si vous êtes là depuis un peu plus longtemps. Également 2 ans. Également 2 ans. Là. Et en 2 ans, est-ce que vous avez vu des changements de comportement liés à ça? Est-ce qu'il y a plus ou moins de gens qui boivent de l'alcool, arrêtés avec de l'alcool? On sait que le préfet a pris des mesures particulières aussi à ce sujet, mais je pense qu'au niveau de l'alcool, c'est une... Major Boulanger qui parle cette fois. Au niveau de l'alcool, c'est une consommation principalement festive. Festive. Principalement le week-end. D'accord. Principalement. C'est-à-dire que vous concentrez vos contrôles vraiment le week-end? Alors, il y a une grosse partie des contrôles qui sont effectués le week-end. Maintenant, même en semaine. En semaine, il y a également des patrouilles de nuit qui sont effectuées. Puis il y a une différence avec la métropole où les jeunes, encore une fois, ont pris l'habitude de faire du covoiturage, de rentrer, d'être accompagnés. Ici, c'est peu le cas, donc ça les met en danger. Le réflexe du SAM n'est pas encore bien ancré en Martinique. D'accord, donc ça c'est... Les gens font la fête, se posent pas trop de questions et rentrent avec leur véhicule, en espérant que tout aille bien et surtout qu'ils ne croisent pas les gendarmes ou les policiers. Ils pensent que c'est pas très loin, donc ils disent on va rentrer, on risque rien. Et puis malheureusement... Il y a une partie de la population quand même qui a conscience qu'il ne faut pas consommer d'alcool et puis reprendre le volant après. Et puis une autre partie de la population qui n'a pas du tout conscience de ça. De toute façon, on le voit sur les statistiques accidents. Si on regarde les statistiques accidents de 2024 ou de cette année... On parle de la Martinique, on est d'accord. On parle de la Martinique, exclusivement de la Martinique. 60% des accidents corporels et mortels ont lieu du vendredi au dimanche inclus. Ouais, c'est ça. En fait, c'est dangereux de rouler le week-end. Il y a une vraie si concentration. vous n'êtes pas alcoolique. En fait, et après, on peut regarder les créneaux horaires si on veut aller dans le détail. Le créneau horaire fatidique, c'est 18h, 21h. Minuit, pardon. 18h, minuit. C'est-à-dire la première partie de soirée. C'est là où on a le plus grand nombre d'accidents corporels et mortels au sein de la Martinique. Et la façon de conduire les week-ends change. Quand on prend la route le week-end un peu tard, les gens dépassent n'importe comment, coupent les virages. Est plus fluide. Et donc, ils prennent beaucoup plus de risques que tous les jours pour aller travailler. Bon, est-ce qu'il y a des délits de fuite constatés? Est-ce que par rapport à la métropole, est-ce qu'il y a on est dans les mêmes chiffres? Très bonne question. Malheureusement, oui, on est confronté à de nombreux refus d'obtempérer. Et la problématique de ces refus d'obtempérer qui font courir beaucoup de risques à tout le monde. C'est-à-dire à l'auteur du refus d'obtempérer, aux tierces personnes qui se trouvent sur son passage, aux gendarmes qui essaye de suivre sa progression pour essayer une interpellation. La plupart du temps, quand les individus sont interceptés, je veux dire dans 90% des cas, on est sur des gens qui ont initialement une infraction pas très grave. Assez bénigne.
assez bénigne. La personne n'a pas de permis. La personne a un petit taux d'alcoolémie. Mais on n'est pas sur quelqu'un qui transporte 10 kilos de cocaïne, des armes, etc. Et ils font prendre des risques disproportionnés à tout le monde. En faisant ce refus d'obtempérer, ils aggravent leur cas. Parce que forcément, la justice va tenir compte de cette attitude de fuite. Et il se rajoute un délit. La personne des bars n'avait que pas de permis. Elle se retrouve, j'ai pas de permis. Et maintenant, j'ai fait aussi un refus d'obtempérer. Peut-être avec une mise en danger en plus. Et en plus, peut-être avec une mise en danger de la vie d'autrui. Et je parle même pas de la conséquence s'il y a un accident avec une tierce personne impliquée. Ici, on renverse un gendarme, par exemple. Il faut pas oublier que depuis... faut pas oublier que depuis le mois de juillet, l'État a créé une nouvelle infraction qui est l'homicide routier. On ne parle plus d'homicide involontaire pour les conducteurs de véhicules, on parle d'homicide routier quand ils sont sans permis, sous l'influence d'alcool, de stupéfiants, qu'ils ont commis un refus d'obtempérer, etc. Les sanctions ne sont pas les mêmes. Un homicide involontaire, c'était prévu 3 ans, là c'est 7 ans. Alors, si vous êtes d'accord, on va aller boire un petit verre, mais d'eau, puisque dans cette émission, on boit que de l'eau et du jus, parce qu'il y a du jus, du jus de goyave, par exemple. Donc, mais on n'a pas d'alcool dans cette émission, c'est évidemment un point d'honneur qu'on se fait. On fait une petite pause publicitaire, Major et mon commandant, et puis on se retrouve dans un petit moment. C'est parfait. Merci à vous. Allez, à tout de suite. Allez, vous êtes de retour sur Maxi Anti avec les experts automoto, émission produite par gtmag.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, API Pièces Auto Martinique, l'Arrobase, le restaurant dîner spectacle du Casino Batelière Plaza, mais aussi la Belle Web et GTMag. Et ce soir, donc, j'ai la chance de recevoir Julien Desmet, commandant de l'EDCF, l'escadron départemental de contrôle des flux, anciennement appelé EDSR pour ceux qui savent. Et puis, il est accompagné donc du major Jean-Marc Boulanger, commandant de la brigade motorisée de gendarmerie de Fort-de-France. Donc, nous parlons ensemble de sécurité routière. Et dans cette première partie d'émission, on a brossé un peu le portrait de votre escadron, de vos escadrons, en tout cas de vos missions dans cet escadron. Et puis là, on voudrait essayer de parler un peu plus de sécurité routière. Donc les chiffres sont pas bons, c'est clair. De 2024 à 2025, très mauvais. C'est même très mauvais, effectivement. Donc je crois, si mon chiffre est bon, je crois qu'on est à 33 morts aujourd'hui sur les routes de Martinique. 32. Pardon, 32 exactement, 32. Dont un, il y a quelques jours, c'est un motard. Sur le TCSP, commune de Fort-de-France ou du Lamontin, je sais plus. Ouais. Voilà, je crois qu'il y a même eu un autre décès de motard. Bon, mais en gros, il y a sur 32 décès, il y a 17 motards, jeunes motards. On est à 16, oui. 50%. 16, voilà. Bon, donc moi j'ai un mort de trop. Je suis désolé, je m'en excuse. J'espère que vous n'avez pas. J'espère que je me suis trompé. C'est pas une prédiction. Voilà, j'espère que c'est pas une prédiction, voilà, effectivement. Donc, si, un autre blessé malheureusement. Enfin, un autre décès d'une vingtaine d'années, ouais, effectivement. Gravement blessé, a été transporté au CHUM en urgence absolue. Et il n'est peut-être pas décédé. Donc 32 personnes effectivement décédées qui ont perdu la vie donc, sur les routes de Martinique, dont 16 donc à 2 roues. Alors, je suis arrivé en Martinique en 99. Donc vous voyez, moi j'ai un peu d'avance par rapport à vous. Ça fait 26 ans que je suis là. Et je suis motard moi-même. Et j'ai jamais conduit de moto en Martinique. Jamais. À part une fois avec toi. Oui, voilà. avec moi. Voilà, on est allé au Vauclin ensemble. Dans sécurité, là. Voilà, on peut rappeler la société que tu gères. C'est Bike & See. C'est des balades en moto. Des balades en moto avec des motos qui sont... Moi, je fais juste guide, mais pas ma société, mais avec des Royal Enfield. Des Royal Enfield, voilà, c'est vraiment génial. La petite moto de 500 cm3 qui permet de faire des balades, mais vraiment en toute sympathie, alors sans vitesse excessive, voilà, il n'y a pas de dépassement. Découvrir l'île. Découvrir l'île et des beaux coins en plus de l'île. Mais la première chose que j'ai vue en arrivant sur l'île, c'était donc en 99, c'est une personne démantibulée sur la route, renversée, qui a eu un accident à Dillon, aujourd'hui on dirait à Carrefour, Dillon, sur cette rocade là, cette grande ligne droite après le pont de la descente de Fort-de-France. Et j'ai l'impression que ça n'a pas changé en fait. Le gars était déjà il était en short, il était sans casque et avec une grosse cylindrée. Le monsieur est décédé, bien sûr. J'aime bien ce que tu as dit, qu'il était sans casque. Parce que moi, je suis un peu en colère contre les médias locaux qui ne parlent jamais du non-port du casque dans des accidents de moto. Il faudrait marteler le fait que
le gamin, parce que c'est des gamins, c'est des jeunes, donc ils sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas le casque. Et à chaque fois qu'il y a un article de presse, on ne parle absolument pas de ça. Donc c'est nous, on en vraiment parle, triste. Voilà, il faut en parler, il faut le dire aux jeunes. Il faut le dire aux jeunes. Si vous ne mettez pas le casque, vous allez mourir. Alors maintenant que c'est dit, vous êtes là depuis 2 ans. Est-ce que quand vous arrêtez des jeunes à moto, est-ce que vous voyez une différence ? Est-ce que les gens sont mieux équipés ? Est-ce qu'ils portent des gants ? Est-ce qu'ils ont des vestes en cuir ? Est-ce qu'ils ont des bottes en cuir ? Est-ce que voilà, c'est la question que je pose. Moi, je pense Major. que c'est Alors Major qui est le patron de la BMO en fait. de on la va BMO dire. de Fort-de-France. Ah, de Fort-de-France. Alors, effectivement, c'est comme l'alcool, il y a 2 catégories de personnes. C'est ça, il y a 2 catégories. Ouais. Il y a une partie qui respecte les règles, voilà, qui s'équipent, qui mettent un casque. On les une voit veste, d'ailleurs, on les voit. un gant, voilà, qui roulent modérément, en respectant les autres usagers de la route, justement. Et puis la deuxième partie, alors, un petit peu moins nombreuse, heureusement, une deuxième partie de la population qui s'affranchit de toute règle C'est ça. de sécurité. Ouais. On va dire les rebelles ados. rebelles. On peut parler presque de délinquance, presque. Oui, C'est de la Bah, de délinquance. toute façon, c'est une délinquance au départ, il me Oui. semble. Si vous roulez en short, sans casque, sans gants, évidemment, alors que ce sont les règles de base, on va dire, aujourd'hui, définies par le code de la route, et que derrière, en plus, vous avez une jeune fille de 15 ans, pareil, en short, sans casque, et tout ça, vous vous mettez en danger, forcément. C'est un vrai sujet en Martinique. Quand on arrive de la France hexagonale et quand on arrive en Martinique, on est quelque peu surpris de ce qu'on peut voir sur les routes avec les usagers de 2 roues motorisés. Alors, ces personnes qui s'affranchissent ouvertement du code de la route, il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur les motos ou les scooters, ou quand il y en a une, elles sont masquées. Ça n'a pas de casque, je parle même pas du port des gants, ça roule en tongs, short, t-shirt. Pour moi, j'appelle pas ça des motards. C'est ni plus ni moins que des idiots qui ont décidé de faire les malins à moto. Et malheureusement, quand ils ont un accident, on arrive à un constat qui est dramatique. Je vais prendre les chiffres de l'année dernière et on est sur la même continuité cette année. L'année dernière, 100% des conducteurs de 2 roues motorisés qui sont décédés n'avaient pas de casque. 100%. 100%. C'est simple. 100% des conducteurs de VL décédés n'avaient pas la ceinture. Donc il y a vraiment, je pense, une prise de conscience collective en Martinique à avoir sur le port des équipements de sécurité. On peut rappeler ce qu'est un VL pour ceux qui nous écoutent. Alors oui, pardon, un VL, donc un véhicule léger, donc on parle de voiture ou d'utilitaire. D'accord. Voilà. Alors, il y a une différence avec la Martinique et la Guadeloupe, c'est qu'en Guadeloupe, quand on y va, on est choqué par rapport à ici, parce que la plupart, je dis même pas tous, mais la plupart des motards sont casqués. C'est assez incroyable. Je ne sais pas à quel moment ça s'est différencié, en fait, les 2 îles, puisqu'en Guadeloupe, il y a des ports de casque, et ici, pas de port de casque. Non, c'est culturel, je pense. Je pense que depuis des décennies, c'est ainsi. Et on a aujourd'hui une population qui continue de s'affranchir. Après, comme disait à juste titre le major Boulanger tout à l'heure, on a vraiment 2 types d'usagers. On le voit sur les journées trajectoires qu'on peut réaliser pour sensibiliser à la sécurité routière en 2 roues motorisées. Les gens arrivent, ils sont casqués, ils ont le pantalon Ils sont de adapté, mieux en parce mieux que équipés. Ouais. faut pas oublier que la loi prévoit juste le casque et les gants. Mais rouler en short t-shirt, c'est guère prudent. Et on voit, ils ont le blouson. On commence à voir des gens qui ont les gilets airbag avec eux, etc. Ils ont un vrai équipement. Mais On en aujourd'hui, parlait avec Sun Moto ces la dernière gens-là fois. ne font pas partie de l'accidentalité en Martinique. Ou quand ils font partie, on reste sur des accidents corporels, donc avec une gravité moins conséquente. Et sincèrement, ils représentent une part marginale du contentieux avec les 2 roues motorisées. Surtout qu'en plus, Jean-Marc Boulanger, donc commandant de la brigade motorisée de gendarmerie, quand on tombe en moto, et vous devez le savoir, quand on tombe en moto, on se fait mal, très mal. Même avec des petites vitesses, même tout seul, quand on rappe sur la route et qu'on fait 10-12 mètres comme ça, enfin par expérience, on s'en souvient toute sa vie. Ah, on s'en rappelle toute sa vie. Il y en a, je pense, qui peuvent en témoigner. Ou pas, justement. Ouais, ou plus. Ou plus. Ouais. Effectivement, l'équipement, c'est un élément indispensable à partir du moment où on prend en compte un 2 roues.
Alors globalement, on s'est axé volontairement sur les deux roues parce que c'est bien sûr les plus vulnérables. On s'en rend bien compte déjà. Alors déjà qu'avec tout équipé, un motard est très vulnérable. Alors évidemment déséquipé, c'est-à-dire sans casque en particulier. Évidemment, le risque est quasiment. On pourrait presque dire qu'il est suicidaire. Il est suicidaire, voilà, tout à fait. effectivement. Donc plus globalement, on a quand même 32 morts sur les routes de Martinique. Donc ça suppute des soucis de sécurité routière de base, c'est-à-dire est-ce que vous continuez à constater, comme il y a 2 ans, parce qu'on avait déjà posé la question, que les gens portent de moins en moins la ceinture de sécurité quand ils sont en voiture, ou de plus en plus, d'accord, comme vous voulez. On relève encore l'infraction, on constate et on relève encore l'infraction trop régulièrement. Vous avez des chiffres de ce côté-là sur l'accidentalité? Vous savez s'il y avait des gens qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité au moment de leur décès? On l'a dans les statistiques, savoir si les gens étaient porteurs d'équipements de sécurité ou pas. Au même titre s'ils étaient alcoolisés ou pas, sous stupéfiants ou pas. En excès de vitesse, on peut le déterminer par plusieurs moyens, soit des témoignages, soit un compteur bloqué sur la violence du choc. Et après, sur des investigations plus techniques, avec les calculateurs des véhicules, notamment les calculateurs d'airbag, qui peuvent, par rapport à la vitesse de déclenchement de l'airbag, donner la vitesse précise du véhicule. Pour ça, vous avez vu qu'il y a de nouvelles dispositions qui vont entrer en vigueur. Donc, vous aurez donc maintenant comment on appelle ça, une boîte noire. Oui, une boîte noire. Voilà, la boîte noire dans les voitures. Donc, à partir de 2026, je crois d'ailleurs. Ça va être fin 2026, je crois. Toutes les voitures qui sont récentes, bien sûr. Toutes les voitures qui vont sortir d'usine auront la boîte noire. Il y aura un enregistreur de données, dans le véhicule, voilà, qui sera capable de donner des éléments techniques sur le véhicule. Le problème de la ceinture, c'est presque maintenant une volonté de ne pas la mettre. Parce que dans les voitures actuelles, on peut en parler, on parlera tout à l'heure de la sécurité des voitures passives, on est obligé de la mettre. Ça bip dès qu'on monte dans la voiture et qu'on ne met pas la ceinture. Donc, où on débranche le système. Au-delà de ça, c'est un peu comme la cigarette. Tu sais, tu dis à un fumeur, moi j'ai été fumeur longtemps, oui, tu vas mourir d'un cancer, etc. Bah, tu continues à fumer. Si tu prends la mauvaise habitude dès le départ, le bip il s'arrête au bout d'un moment. Ou tu peux trafiquer ta voiture et enlever le bip. C'est ça, on a la ceinture attachée, mais la personne est assise sur son siège avec la ceinture dans le dos. Voilà. Ou alors dès qu'on voit les gendarmes, on passe. On passe le truc. Voilà. Ça, c'est quand même triste, ça, quoi. Voilà, c'est quand même triste. J'ai vu des parents attachés, par exemple, devant et des enfants, 3 enfants derrière, se balader dans la voiture. C'est comme ça, c'est malheureux, mais. Enfin. Alors, on va tourner le problème dans un autre contexte, on va dire. Vous êtes gendarme, vous êtes arrivé il y a 2 ans. Déjà, est-ce que vous avez vu une différence de comportement entre l'Hexagone, la France métropolitaine, et la Martinique? Déjà, au départ, est-ce que vous avez été choqué? Oui, clairement. Par des comportements particuliers. Il faut être très honnête. On ne voit pas un tel niveau de non-respect du code de la route sur la France hexagonale, en particulier sur les conducteurs de 2 roues motorisés. On a également en France hexagonale des personnes qui ne portent pas la ceinture, qui roulent sans casque, mais à une échelle beaucoup moins importante. Même petit bémol. On a presque du mal à les trouver en métropole. Parce que moi qui roule beaucoup l'été, par exemple. Ça dépend des zones dans lesquelles vous circulez. En périurbain, tu vas retrouver ça. En périurbain, oui, effectivement. Alors, la question qui en découlait, c'était que, ok, une fois qu'on a fait ce constat, une fois que vous avez fait ce constat, vous prenez des postes à responsabilité quand même tous les deux. Vous avez depuis 2 ans, vous avez. Quel est votre sentiment après 2 ans? Quelles sont les actions que vous avez menées qui vous paraissent les plus efficaces pour essayer de faire changer un peu les choses? Même si on voit bien que les chiffres en ce moment ne sont pas très favorables, on a bien compris que voilà, on était en augmentation du nombre de blessés, de morts sur nos routes, mais dans le fond, il y a aussi beaucoup de gens qui ne font pas de bêtises, ou plus de bêtises, ou pas trop de bêtises. Quelles sont les actions qui vous paraissent les plus efficaces finalement dans votre travail journalier? Est-ce que c'est arrêter et puis sanctionner, comme vous par exemple, puisque vous êtes en brigade motorisée, Major? Ou est-ce que c'est la prévention que vous faites dans les écoles ou dans les entreprises? En fait, on se rend compte que la prévention va fonctionner sur un certain public. Bien souvent, déjà des gens un peu acquis, on va dire, à notre cause. Et après, on va être très honnête. Malheureusement, il faut être offensif sur le bord de la route, c'est-à-dire avoir une tolérance 0 sur les infractions graves génératrices d'accidents, pour constater des changements. Malheureusement, aujourd'hui, le volume de gendarmes rattachés spécifiquement à ces missions de sécurité routière est faible.
En plus, vous cumulez quand même différents problèmes. Et, je pense, dites-moi si je me trompe, mais déjà il y a le phénomène de la route unique en fait, la rocade qui est très étroite, qui est compliquée peut-être à gérer. Enfin, je vois mal par exemple un gendarme avec un radar portable sur le bord de la rocade par exemple. Ça poserait peut-être plus de problèmes d'avoir le gendarme avec que de ne pas en avoir. Enfin, je sais pas, je vous pose la question. Hein. Et est-ce que finalement les moyens à votre disposition sont suffisants pour pouvoir justement faire des contrôles efficaces et qui permettent de faire finalement peur à une certaine population qui pourrait... Et est-ce qu'on n'a pas perdu cette peur du gendarme aussi Non, mais voilà, on pose la question pour voir comment... C'est vrai quand on parle de matériel, c'est vrai qu'en France hexagonale, il y a une chose qu'il n'y a pas ici, ce sont les véhicules, les radars mobiles. Oui. Voilà. Donc je pense qu'on a pu constater en France hexagonale qu'il y avait une amélioration en fait, des statistiques accidents, un petit peu par rapport à ça. Ce sont des véhicules qu'on ne retrouve pas encore. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? On va peut-être en reparler après. On va parler des radars fixes tout à l'heure aussi. Ouais. Un peu, ça fâche un peu. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée justement d'avoir ces radars mobiles pour compenser le manque des radars fixes et les mettre en sécurité aussi, ces radars? Aujourd'hui, c'est pas d'actualité d'avoir des radars mobiles en Martinique. Les unités, donc la police nationale et la gendarmerie nationale, sont dotées d'appareils qu'on appelle des ETED. C'est des équipements embarquables, débarquables. Donc c'est ni plus ni moins qu'un radar automatique comme on a sur le bord de la route, mais qu'on peut laisser à l'arrière de la voiture ou qu'on peut débarquer pour stationner le véhicule un petit peu plus loin pour être un peu plus discret. Donc ces équipements, on les a. Ils sont utilisés moins qu'avant, je le reconnais, parce que on a eu un enchaînement de missions qui augmente et on peut pas être partout. Hein. Donc on est obligé de faire des choix. Et après, ça permet d'instaurer un climat d'insécurité pour ceux qui s'affranchissent du code de la route. Mais on va pas forcément avoir l'effet escompté sur nos accidents graves en Martinique. Nos accidents graves en Martinique, c'est les gens qui sont sous alcool, qui sont sous stupéfiants, qui n'ont pas de permis, qui roulent à des vitesses stratosphériques, qui de toute façon seraient traités avec un radar classique. Et si on veut vraiment lutter contre la mortalité routière, il faut qu'on ait vraiment une action offensive sur la lutte contre les conduites addictives, parce qu'aujourd'hui c'est un fléau. C'est un fléau, les gens ont des taux importants sur les accidents, et c'est récurrent d'avoir au sein de nos accidents mortels soit l'alcoolémie, soit les stupéfiants. Voire les deux. Et dans les accidents mortels, on est à 30%. Hein. C'est la première cause dans les accidents corporels. Et dans les accidents mortels, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais je dirais que c'est de l'ordre de 80-90% des cas où on a soit l'alcoolémie, soit les stupéfiants, voire les deux cumulés en cause de l'accident. Ouais, c'est des chiffres qui sont quand même relativement terribles. Bon, alors, malheureusement, là, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de sensibilisation, il y a un problème de communication peut-être, je sais pas. Conscience. Et donc, finalement, de prise de conscience, parce que c'est la fin, la prise de conscience. Hein, c'est parce qu'on a été touché par quelque chose. Nous, par exemple, dans l'équipe, on a été touché par une jeune chroniqueuse qui a eu son accident, donc on sait qu'elle est à vie touchée par cet accident. Qui met du temps à récupérer. On la salue d'ailleurs. Avec encore une opération, ça fait 3 ans maintenant, et encore une opération la semaine dernière, donc elle ne courra plus. Donc on connaît. Alors tant qu'on n'est pas touché par ça véritablement. Alors bien sûr, la personne qui conduisait en face, elle avait 2,5 grammes d'alcool dans le sang, hein, donc elle prend une mauvaise entrée alors que c'est une sortie, donc forcément il y a un face-à-face. Il y a une jeune fille 3 heures dans la voiture, enfin on en parle à chaque fois, mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas confronté à ça, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que les campagnes de communication pourraient être intéressantes peut-être de reprendre ces grandes communications là, et télé, couplées, affichage, radio, et on entendait parler de sécurité routière tous les jours et on était sensibilisés quand on était au volant. Bon, c'est une question que je pose. Maintenant, c'est un ensemble de mesures en fait à mettre en œuvre qui va être donc de la prévention, voire de la mesure éducative pour les plus jeunes, de la prévention, des actions de contrôle et de répression. On a aussi derrière, faut le rappeler, le préfet de la Martinique a lourdement changé les barèmes de suspension. Hein. Les suspensions des permis de conduire ont quasiment tout été doublées. Les décisions. On va jusqu'à 12 mois de suspension. Hein. C'est énorme. Donc
souvent les gens quand ils sont en infraction nous disent mais vous vous rendez pas compte, vous allez me faire perdre mon travail. Ouais. Non, attendez, je vous explique. Si vous aviez pas bu, vous n'auriez Il pas faut remettre les choses à leur place. dans C'est cette sûr. situation au moment du contrôle et vous ne perdriez pas votre travail. Exactement. Et ça, souvent les gens ont encore ce réflexe de dire c'est de notre faute. Non, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas pris les bonnes mesures. Et patatrac, il arrive ce qu'il arrive en Martinique et on détruit quasiment les 40 radars tourelles qui étaient positionnés et à plusieurs reprises. Je veux dire, on n'ose même plus chiffrer Le financièrement ce que ça peut coûter. Ceci dit, on ne les voit pas revenir, ces radars pour le moment en tout cas, ça va Alors, sans il y doute a- revenir. Le préfet a bien expliqué, l'ADL en tout cas a expliqué que les radars allaient revenir, ils allaient les réinstaller. Moi ce que je voulais vous poser comme question, commandant d'espace, c'est est-ce que vous avez vraiment franchement vu une différence? D'abord, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit qu'il y a plus de mortalité de toute façon sur nos routes. Mais est-ce que vous voyez vraiment une différence avec radar et sans radar? Voilà, Il faut que la population soit bien La consciente. réponse est clairement oui en fait. Les radars automatiques sont souvent perçus par tous les usagers comme des machines permettant de faire rentrer de l'argent facilement dans les caisses de l'État. Force est de constater qu'aujourd'hui en Martinique, ça fait une bonne année qu'on ne dispose plus de ce parc de radars automatiques. Et ça se traduit par des chiffres en hausse au niveau des accidents et de la mortalité. Et surtout, on retrouve des chiffres de mortalité similaires à la situation de la Martinique avant l'installation initiale du parc. Du parc, du radar. Donc 40 concrètement, fameux radars. Oui, ça peut paraître parfois comme une machine pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais ça a un réel intérêt pour faire baisser la vitesse. Plus on baisse la vitesse, moins les accidents sont graves. Je dis pas forcément qu'il y en a plus ou moins, mais surtout, ils sont moins graves. Il vaut mieux taper à 80 km/h qu'à 120. À 120, vous tapez contre un choc fixe, vous avez quasiment aucune chance de survivre parce que votre corps ne supporte pas la décélération. À 80, vous augmentez vos chances. Donc c'est bête à dire, mais ça a un enjeu majeur. Alors pour les antiradars, parce qu'il y en a évidemment, ils sont quelques-uns. Pour les antiradars, le problème n'est pas tellement l'idée de poser des radars en Martinique, c'est de dire que finalement les radars sont positionnés à peu près partout, même dans les endroits où il n'y a pas de risque particulier. Voilà, en gros c'est ce que disent les gens qui sont contre les radars. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'une politique de réinstallation des radars de façon plus précise sur des endroits où on sait que c'est accidentogène, que effectivement, je pense à des grandes avenues comme l'avenue qui mène au Robert, par exemple, ou qui mène au François, où il y a des face-à-face possibles, il n'y a pas de muret central, les infrastructures sont J'ai toujours pas au top. un historique précis Oui. de l'installation des radars en Martinique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières installations de radars automatiques ont toujours été choisies sur des lieux accidentogènes. Sur une précédente affectation, on avait une route départementale avec 3-4 km de ligne droite et on avait un virage légèrement prononcé, mais sincèrement vraiment loin d'être un virage extrêmement dangereux. Chaque année, on avait 2 morts sur cette route dans ce virage. Il y a eu un radar automatique qui a été installé. Du jour au lendemain, il n'y a plus une mort sur cette zone. Là où j'étais. Finalement, grâce à l'installation du radar. Et en Voilà, fait, les gens clairement, ont pris conscience On que... peut pas laisser un gendarme sur le bord de la route H24, Mhm. 365 jours par an. C'est sûr. Et ce radar a cet effet dissuasif. Et puis, j'ai envie de dire que si les gens sont un minimum attentifs, ils sont tous signalés. Donc, si on veut pas cotiser, on fait attention et on ralentit. Tu parlais de la rocade. La rocade où il y avait quelques radars, forcément, Mhm. est très accidentogène. Donc ils étaient bien placés pour le coup, parce qu'ils étaient sur la rocade. De toute façon, le meilleur exemple qu'on peut donner de toute façon, parce que moi je vais dans ce sens-là, mais le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est l'histoire de la station de la rocade De l'aéroport. L'aéroport. Vito. Voilà, la Vito. Quand il y a eu l'accident terrible qui a fait 2 morts, donc voilà. Donc, mais bien sûr, maintenant que le radar est là, alors il y a un muret qui a été construit, etc. C'est vrai, mais le radar est complètement dissuasif et on se souvient de cette histoire et donc ça a marqué les esprits. Et les gens, donc, évidemment, roulent Est-ce des qu'il allures faut pas correctes. Et les communiquer modalités aussi encore plus les sur ces modalités accidents? d'installation des radars est vraiment précise. On ne peut pas mettre un radar dans un virage. C'est les On est obligé de le modalités mettre d'emploi. avant, Voilà. avant le C'est virage. Avant le virage, oui. Et là, moi, je travaille sur le nord de la Martinique. Mhm. Il y a plusieurs endroits en fait où il y a des grandes lignes droites, Ouais. avec un virage au bout de cette ligne droite, une rambarde. La rambarde, elle est
Elle est très souvent abîmée. abîmée. Très abîmée. Donc, les gens sont Donc ça montre bien que en fait, la ligne droite, c'est une piste d'accélération. On arrive dans le virage trop fort et puis on va à l'accident. Ouais. Est-ce que vous avez des informations sur les radars tourelles? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce que le préfet décide de réinstaller? Oui, tout à fait. Il y a un projet de réinstallation. Le préfet de la Martinique a demandé de reprendre les installations. Donc elles vont être reprises à partir de début 2026 sur l'ensemble de la Martinique. D'accord. Il est dans 2-3 minutes, on va faire une petite pause publicitaire. Si vous êtes d'accord, vous restez avec nous de toute façon. Bien sûr. Vous avez des choses à dire de particulier qu'on aurait peut-être omis dans l'émission? Il y a tellement de choses à dire sûrement. Pour que tout le monde ait un repère qui est quand même important au niveau de la mortalité routière en Martinique, la moyenne nationale, c'est 50 morts par million d'habitants. En Martinique, par million d'habitants. En Martinique, si on fait un produit en croix, ça fait 90 morts cette année. D'accord. Donc je pense qu'il faut se poser des bonnes questions et peut-être changer les comportements, et notamment pour la jante masculine, parce que 96% des auteurs ou des morts sur les routes de Martinique sont des hommes. Ah oui. Donc il y a peut-être un sujet aussi à ce niveau-là. Un sujet aussi à ce niveau-là. Donc si vous êtes d'accord, on va faire une petite pause publicitaire. Avant ça, on va juste annoncer qu'on va recevoir Fabrice Montout, qui attend ça avec impatience depuis tout à l'heure. Il trépigne sur sa chaise, mais il écoute avec impatience, pareil, avec, on va dire, attention, nos deux gendarmes sur le plateau. T'as pas de souci, toi, de ton côté, tu touches pas ton téléphone quand tu es dans la voiture. Toi qui vends des voitures en plus. Bah justement, j'ai un devoir Vas-y, dis-moi. Tu as un d'exemplarité, voilà, merci. Donc je suis un petit peu obligé de faire attention. Et puis pareil, comme le commandant. Oui, le permis, c'est le travail en fait. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, si je perds mon permis, je ne saurais pas. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous êtes tolérant quand même, vous allez dire mais non, Fabrice, c'est bon, on te laisse ton permis. Il y a une tolérance zéro sur les infractions graves génératrices d'accidents liées à l'alcoolémie, à l'excès de vitesse, à la conduite sous stupéfiants. On peut être tolérant sur certaines choses. La personne qui a son contrôle technique qui est dépassé d'une semaine, 15 jours, on va l'inviter gentiment à aller au centre de contrôle, elle ne sera pas verbalisée. Par contre, sur les infractions génératrices d'accidents, c'est une tolérance zéro. Ce qui est bien normal. On ne devrait même pas faire d'humour là-dessus. Un exemple, nous, tous les mois, au bureau, on présente notre permis physique. Donc là, on est chez Sodiva Citroën, on est d'accord. Sodiva Citroën avec les marques. C'est devenu une multimarque aujourd'hui, donc on montre pas de blanche en fait en présentant son permis. Tous les mois, on présente le permis en cours de validité, quoi. Pas de copie, rien du tout. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée ça. C'est sérieux en tout cas. Tout à fait. C'est très bien, c'est très bien. Eh bien écoutez, vous restez avec nous, on se retrouve dans un petit moment, vous allez donner votre avis sur ce qu'on va dire dans la suite de l'émission. Donc on fait une petite pause publicitaire, on vous dit à tout de suite, à très vite, merci encore. Et vous êtes de retour sur Maxi Anti avec les experts automoto. Et ce soir, on a un expert automoto. C'est Fabrice Montout. C'est pour lui mettre la pression, en fait. Allez, c'est une émission produite par gtmac.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, à API Pièces Auto, qu'on recevra d'ailleurs la semaine prochaine. Et bien, dans cette émission, ça sera le roi de l'émission. Et c'est notre partenaire en plus. L'Arrobase, le restaurant dîner spectacle qui nous reçoit ce soir, du Casino Batelière Plaza, vous connaissez bien maintenant, mais aussi Label Web qui produit l'émission et gtmac.fr qui la réalise. Et on est en présence du commandant Julien Desmet, qui est le commandant de l'EDCF, l'escadron départemental de contrôle des flux. Et oui, c'est nouveau, le 1er octobre, mais c'est important parce que cet escadron, il prend du galon, on va dire, quelque part, finalement, parce qu'on reconnaît vos compétences aussi. L'État reconnaît vos compétences. Tout à fait, et ça permet également d'obtenir de nouvelles visions des choses sur des thématiques et des domaines qui étaient, on va dire, peu connus avant. Et puis surtout, on a l'impression que vous associez finalement vos différentes forces quelque part, puisque vous avez la partie sécurité routière, donc la partie contrôle routier, on va dire, dans sa globalité. Maintenant, vous ajoutez donc le fluvial, ça m'arrive. Le nautique surtout, le nautique plutôt. Oui. Voilà, et l'aérien.
Tout à fait. Ça, c'est nouveau. Donc, c'est-à-dire que si je veux faire comme Eric, le fou, avec mon avion à 30 mètres du sol, j'ai le Major avec sa moto qui peut me poursuivre et m'arrêter dès que j'atterris. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est bien ça, on est d'accord. En gros, Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais Bien si à un sûr. moment donné, il y a un aéronef qui est détecté par une tour de contrôle avec un survol de zone interdite, si on prend cet exemple-là, il peut être signalé et ça peut demain être soit les militaires de la brigade de gendarmerie des transports aériens qui sont présents sur place à l'aéroport de la Martinique, de procéder à un contrôle du pilote en question et de relever les infractions qui vont bien si c'est nécessaire. On va retrouver Fabrice Montout d'Alpha dans un petit moment. Il y a un lien d'ailleurs avec Alfa Romeo parce que Alfa Romeo équipe la police italienne. Donc, Oui, tout à fait. Ça, c'est il vrai. y a un lien avec les forces de l'ordre. Tout à fait. C'est vrai. Alors, une dernière question quand même, peut-être au Major Boulanger, puisqu'il est le commandant de la brigade motorisée donc de la gendarmerie de Fort-de-France. Est-ce qu'on a le phénomène des trottinettes qui arrivent en Martinique ? Puisqu'on en voit maintenant des trottinettes un petit peu. Est-ce que vous avez déjà les premiers accidents ? Est-ce que vous avez les premiers soucis avec des gens qui sont en trottinette ? Alors facile à rattraper, je suppose, pour un motard. C'est un peu plus facile à Plus rattraper facile. qu'une moto. À ma connaissance, il n'y a pas forcément eu de nombreux accidents par rapport avec des trottinettes. Et tu disais, mais ça a dû. Moi, de ma vision extérieure, un petit peu, j'ai vu que ça s'était calmé un peu les City Coco. Ils commencent à tomber en panne et tout ça. Donc, il n'y a pas de suivi trop, puisque les magasins ont fermé un petit peu. Et du coup, il y a moins de circulation de certaines engins, je trouve. C'est vrai, je pense que c'est une Il n'y a pas de constatation phénomène, qu'on peut faire. Il n'y a pas de phénomène, en fait, on va dire. Non, on n'est pas réellement au niveau des trottinettes. de problématique réelle. Et après, pour faire une parenthèse sur le City Coco, ce n'est pas une trottinette, c'est un cyclomoteur. Oui. Attention, attention, ce n'est pas pareil. Oui, mais ça rentre dans les nouveaux engins qui circulent sur la route. Quoi, voilà. Bon, c'est rassurant parce qu'en métropole c'est compliqué avec les trottinettes quand on circule. Mais moi j'ai déjà vu un gars en trottinette sur la rocade. J'ai déjà vu. Donc, alors il doit faire vite. Il y avait un monoroue tout à l'heure. Un monoroue tout à l'heure, électrique. Voilà. Bon. Alors, on est très heureux de recevoir ce soir Fabrice Montout que je connais bien. On se connaît bien, on va dire. Ça fait des années qu'on bosse ensemble. On peut dire un paquet de temps. Voilà. Exact. Et donc, du coup, on a eu cette chance et on attendait depuis très très longtemps d'essayer de rentrer, on va dire, dans la très très belle junior que tu attendais particulièrement. Tout à fait. Que j'attendais aussi, alors qu'on avait fait des autres essais, mais on y reviendra. Et cette junior, elle est arrivée en Martinique, enfin, il y a quelques semaines quand même déjà. Il y a un petit moment. On a fait des essais, et puis on a été plutôt époustouflés. On a retrouvé dans ce modèle vraiment ce qui était l'essence même d'Alfa Romeo. C'est-à-dire qu'en fait, Alfa Romeo a arrêté 2 modèles phares, la Mito et puis la Giulietta. Et il restait que 2 modèles, donc le Stelvio et puis le Tonale, le Stelvio et puis la Giulia. C'était de gros véhicules, donc une berline et puis un des premiers SUV qui a existé chez Alfa, donc le Stelvio. Et ces véhicules-là existent depuis pratiquement 8-9 ans et n'a jamais été renouvelé en fait. Elles n'ont jamais été renouvelées. D'accord. Après est arrivé le Tonale. Qui était attendu pendant un moment et qui est arrivé il y a 4 ans, qui est un SUV de catégorie C, donc 454, voilà, 454 de dimension, qui est un vrai SUV, c'est ce qui a un peu relancé la marque et qui a fait revenir du monde. Et il a fallu aller chercher et retrouver la clientèle qu'on avait sur Giulietta et sur Mito. Donc la Junior est arrivée au bon moment en fait. En fait, elle est le compromis de. Elle est entre les deux. Un véhicule qui fait 4,18 m pardon, et la Mito était grandeur C3 par exemple, et la Giulietta un peu plus grande sur 4,25 m. Alors Major Commandant, Alfa Romeo, ça vous parle sûrement. C'est une voiture qui sont un peu mythique finalement quelque part. Enfin des marques. Une marque un peu mythique. Oui, bien sûr. Maintenant, à notre âge, on n'a pas connu les Mito ou les Giulietta au départ. On était sur les Alpha 33, 145, 156, 159. 75 mois. Alpha 75. Ouais, je suis plus jeune que vous quand même. Moi, en ce qui me concerne, j'ose pas faire de la publicité pour les autres marques. Non, c'est normal. Là, il te branchouille là, quand même un peu, Major. Eric, toi, Alpha, ça te parle ? C'est une Alpha Sud, une GTV ou voilà. Ouais. Puis le fameux moteur Busso, le V6, Atmo.
Alors, le V6 Atmo avec ce bruit très spécifique d'Alfa Romeo qui en a fait sa réputation d'ailleurs, quelque part. Parce qu'il y avait la ligne d'Alfa Romeo, évidemment, il y avait quelque chose qui se passait. Mais il y avait surtout ce moteur Atmo avec ce bruit un peu aigu qui était exceptionnel. C'est bien simple. Quand j'en ai livré ici, quand je vendais la GT en 3 litres de V6, et les clients, souvent, quand ils venaient prendre livraison de leur voiture, me disaient écoutez, baissez les vitres, ne mettez pas la radio, pas la clim, juste démarrer le moteur. Juste le moteur. Et là, c'était... Ils ont une belle voiture aussi, c'est la 33. Ouais, ou le 3 litres de V6 dans la Brera. Ouais, exactement aussi. C'était une voiture qui avait une belle ligne avec un moteur exceptionnel. Ouais. Tout à fait. À savoir que justement, puisqu'on parle de motorisation, de belle motorisation V6, bon, il y a 2035 qui arrive, on va en parler, mais je veux dire, voilà, mais on peut apprécier une voiture puissante ou qui a un beau moteur avec une belle, sans faire de bêtises spécifiquement sur la route. Alors parfois, il y a des accélérations un peu particulières, mais on arrive à 90 km/h, parfois 95 grand maximum. C'est l'objet en se faisant plaisir un petit peu. C'est l'objet d'avoir cet objet. Mais je crois que c'est cette dimension qu'il faut prendre en compte. Alors, je sais que c'est difficile, c'est compliqué, mais il faut maintenant considérer qu'effectivement, on ne peut pas rouler sans ceinture de sécurité. On ne peut pas rouler en étant alcoolisé ou sous stupéfiant, et on ne peut pas rouler au-delà de la vitesse autorisée, tout simplement. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut se mettre d'accord là-dessus. Je ne sais pas si tu es contre ce que je te dis ou pas. Non, pas du tout. Moi, en fait, je vais peut-être faire une boutade, mais je te dis, quand tu roules en Alfa Romeo, en fait, tu apprécies tellement la voiture et le moment de rouler en Alpha. Pour rouler à 300 km/h, ça devient ridicule, en fait. Bon, déjà, là, tu n'as pas 300 km/h non plus, mais c'est vrai que... Tu montres ta voiture, tu es fier de ta voiture, donc... C'est ça. C'est plus la vitesse qui est vraiment importante. Mais non, c'est juste le plaisir de conduire, en fait. C'est un ensemble de choses. Exact. Et donc, bien sûr, et dans la Junior, on retrouve quelque chose qu'on avait peut-être moins l'habitude de retrouver chez Alpha à une certaine époque. On parle d'une époque passée, révolue, mais c'est le confort. Parce qu'on a dans ce Junior-là, on a un confort particulier. Avant, les anciennes Alfa Romeo étaient très masculines. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des véhicules durs, puissants. C'était réservé à une certaine clientèle. Aujourd'hui, sur la Junior, en fait, c'est vraiment pour aller chercher tout le monde. Donc, que ce soit féminin ou masculin. Justement, dans ta clientèle, tu peux faire déjà la différence un petit peu? Tu sais déjà qui... 50-50. 50-50 et tout âge. Aujourd'hui, sur la Junior, j'ai des clients, acheteurs, possesseurs d'Alfa Romeo, des anciens, des nouveaux, qui sont tombés amoureux de la Junior. Parce que les designers ont fait un véritable boulot sur le coup de crayon, sur la ligne de la voiture. Design italien. Le design, voilà. Et là, ils ont réussi à sortir quelque chose, une petite voiture, un petit SUV, et qui fait tourner les têtes, quoi. Avec une garde au sol qui est plutôt raisonnable, ce qui fait qu'on peut aller à la plage, on peut apprécier. Elle fait 18 cm de garde au sol, donc on peut passer n'importe où. N'importe où sur les routes de la Martinique, ou même pour aller sur les plages les plus compliquées, ça passe sans problème. Alors dans ce modèle-là, on a l'hybridation, donc c'est ce qu'on a essayé nous, et puis il y a la partie électrique, le moteur électrique. En fait, on a deux motorisations. Donc aujourd'hui sur le Junior, on a l'hybride, donc l'hybride, ce qu'on appelle l'hybride autonome, ce qu'on appelle le MHEV ou l'hybride simple. En fait, le système il est simple, c'est qu'on a une boîte de vitesse électrifiée. C'est une boîte qui est aidée par de l'électrique. Par un moteur électrique. Il y a un moteur électrique dans la boîte de vitesse. C'est ça. D'accord. En fait, il y a plusieurs phases d'hybridation. Il y a l'électro-démarreur qui démarre juste la voiture au moment où on est dans les embouteillages. Ça permet de moins solliciter. Ça fait 1 km à peu près, 1 km d'autonomie à peu près. Sur le Junior, on ne parle pas de vraie autonomie, on parle de consommation réduite alors. Sur une aide sur tout le trajet. En fait, le moteur électrique, il va à chaque phase d'accélération, il va pousser le poids, éliminer le poids de la voiture pour que le moteur thermique consomme moins. Donc en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur une Junior, très clairement, moi je suis souvent entre 5-6 litres au 100 en moyenne. J'ai mis 4 litres 8, 4 litres 9 sur le... Non, mais en réel, sur nos routes en Martinique, c'est ça. C'est parce qu'on est souvent dans les embouteillages, dans des côtes un peu... Et en termes avec 42 litres, je réussis à faire entre 500 et 550 km avec plein. Tout à fait. Voilà, donc c'est une belle réussite. Alors, je me tourne vers le commandant Desmet. Vous avez fait votre transition énergétique, sûrement. Vous êtes sur la nouvelle mobilité. Alors, je vais être honnête avec vous, absolument pas. Pas encore. Non, pour des raisons assez simples. Je suis père d'une famille nombreuse. J'ai 4 enfants. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, les véhicules adaptés à ma charge de famille sont relativement
très onéreux. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je m'interroge quand je vois le prix des voitures neuves. Aujourd'hui, il y a quand même un sujet. Si ma mémoire est bonne, en 10 ans à peu près, ou 10-15 ans, on a doublé le prix moyen de la voiture. On est passé de 19 000 à 36 000. Forcément, je fais partie des personnes qui ont besoin d'un gros véhicule pour assurer ma charge de famille. Et donc, en fait, je me tourne vers l'occasion. Et par conséquent, sur du diesel, pour avoir un véhicule qui rentre dans mon budget, tout simplement. Mais vous faites partie des 75% des Français qui, justement, ont exactement le même discours que vous. Donc, oui, vous n'êtes pas exempt de cette réalité-là. Et vous, Major, donc vous avez, sans vous demander quand vous roulez, mais est-ce que vous y pensez au moins, si vous ne roulez pas déjà en véhicule hybride ou Je pense que tout le monde y a pensé un jour, à franchir le pas. Ouais. Mais alors, j'ai pas une charge de famille aussi importante que le commandant. D'accord. Néanmoins, non, j'ai pas encore franchi le pas. Pas encore franchi le pas. Et la gendarmerie, est-ce qu'elle va franchir le pas? Est-ce que vous avez des infos déjà sur des véhicules qui pourraient arriver en Martinique? Déjà, la gendarmerie a franchi le pas sur des véhicules plus de liaison. Oui. Des véhicules pour l'état-major ou des véhicules utilitaires pour les unités chargées de logistique. Où, notamment en Martinique, on n'a pas forcément besoin d'avoir une grande autonomie pour assurer le quotidien. La gendarmerie a franchi le pas. Après, moi, à titre personnel, j'ai franchi le pas, mais en deuxième véhicule. En deuxième véhicule. En deuxième véhicule, donc je tairai la marque et le modèle. Mais on pourrait même le dire, on ne sait pas. J'ai testé la Renault Zoé, désolé pour le camarade de chez Alfa Romeo. J'ai testé la Renault Zoé et en toute honnêteté, pour un usage classique, quotidien, urbain, périurbain, vous voulez dire. Voilà, exactement, pour emmener les enfants à l'école, aller au travail, faire ses courses. C'est largement suffisant. Personnellement, avec ce type de véhicule, il y avait une différence en France hexagonale entre l'été et l'hiver pour la capacité de la batterie. Mais concrètement, l'hiver, c'était 2 charges par semaine et l'été, c'était 1 charge. Oui. Mais le choix du diesel, je me permets, du diesel pour le véhicule principal, c'est pourquoi en fait? En fait, c'est pour une question d'une part de budget, mais surtout d'autonomie, de trajet. C'est-à-dire que si je veux avoir un véhicule qui puisse faire au moins 600-700 km sans devoir s'arrêter 45 minutes, le diesel se prête bien à l'exercice. On s'arrête à la pompe, en 2 minutes c'est fait et on repart. Même s'il faut s'arrêter toutes les 2 heures sur la route quand on fait des longs trajets. Je rappelle que la semaine dernière, on avait Lucas Niedu, décidément, Lucas Niedu de l'Avers Martinique, donc l'Avers Martinique qui nous a surpris finalement d'ailleurs, Lucas, parce qu'il nous disait je m'interroge sur la marge des concessionnaires martiniquais sur l'électrique. C'est-à-dire que lui relève des tarifications bien différentes entre la France hexagonale et la Martinique. C'est pas à toi que je pose la question. Parce que ouais, non, mais je peux. L'Avers se pose des questions sur cette chose-là, donc on va laisser tomber. Mais moi, je le dis pour que les gens l'entendent et qu'on va faire une émission là-dessus pour essayer en tout cas, on va faire au moins un thème là-dessus pour voir si les marges correspondent à ce que. Pour ne parler que de Sodiva, on essaye au plus. Après. Je pense que les personnes concernées pourront répondre plus précisément. Mais on a des tarifications aujourd'hui sur nos voitures qui sont très proches des tarifs métropole. Qui ressemblent beaucoup à ceux de la métropole. À finition équivalente, c'est sensible. Je ne dirais pas que c'est exactement le même prix, mais ça nous est arrivé des fois d'avoir chez Citroën, par exemple, des prix de véhicules qui étaient moins chers qu'en métropole. Donc ça arrive. Donc, après, je ne vais pas m'étaler dessus. Je pense que c'est plus ma direction qui pourra éventuellement donner des précisions là-dessus, mais on n'est pas si cher que ça en fait par rapport à la métropole. Alors, on parlait de 2035, donc on rappelle donc à nos auditrices et nos auditeurs que 2035, c'est la fin de la vente des véhicules neufs, hybrides, thermiques, diesel et essence. Exact. On est d'accord, hein? On est d'accord. Donc c'est-à-dire que si vous avez acheté un hybride, alors c'est la fin de votre voiture, désolé, 2035, mon commandant, avec tout le respect que je vous dois. Mes enfants sont partis, je serai tranquille. Bon, il va acheter une Alfa Romeo. Voilà, il viendra prendre une Alfa Romeo. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chez vous, concession, donc vous préparez bien sûr à cette. Alors concession, on se prépare, oui forcément, mais c'est plus les constructeurs derrière qui se préparent. Pour parler d'Alfa Romeo, ils avaient prévu à partir de 2027 d'être en tout électrique. Oui.
Malheureusement, avec tout ce qu'on sait concernant les batteries, la construction des véhicules, le retard. Voilà, ça a été retardé. Aujourd'hui, les structures sont faites pour recevoir des moteurs thermiques et moteurs électriques. C'est-à-dire que le même véhicule qui a été construit au départ à la base pour un moteur électrique, aujourd'hui est capable de prendre un moteur thermique. Donc si jamais ça change en 2035 et qu'il y a un retour du moteur thermique en force... Que nenni, normalement. Voilà. Que nenni, normalement, non, mais on est capable de faire... Il y a quand même cette petite sécurité. Voilà, tout à fait. La différence essentielle, parce que toi tu les as conduites toutes les deux, la junior hybride et la junior électrique, toi tu fais une différence. Quelle est la différence ? Laquelle tu vends ? Alors aujourd'hui, honnêtement, laquelle tu vends au commandant celle que je vends le plus, c'est l'hybride. C'est l'hybride. C'est l'hybride. Ça, c'est celle que tu vends le plus parce que les gens le demandent. Il y a ça serait logique parce qu'en métropole, on vend 80% d'hybride aujourd'hui. Je dirais plus parce que c'est ce que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai eu des électriques, j'ai une 156 chevaux, et j'ai la Veloce qui fait 280 chevaux en électrique. C'est plus par rapport à ton stock, tu veux dire, c'est ça ? Voilà. Les deux électriques, en fait, je les ai vendues pratiquement dès lors qu'on les a mises en exposition. Elles sont parties 15 jours, dans les 15 jours de l'exposition. Donc les voitures que je vends le plus aujourd'hui, sur la Junior, la motorisation que je vends le plus, c'est le 145 chevaux hybride. D'accord, 145 chevaux hybride. Bon, ouais. Ça paraît logique, ça correspond un petit peu à ce qui se passe en métropole. Mais commandant, je reviens vers vous quand même un instant. Si vous aviez un véhicule qui serait dans des prix qui vous paraîtraient, vous, raisonnables, avec la dimension qu'il vous faut, je sais pas moi, un break par exemple, ou un véhicule qui permettrait de faire rentrer 5 ou 6 personnes, si le prix est bon, pour vous, c'est logique de passer en 100% électrique, dans votre esprit. Oui, parce que en fait, quand j'ai fait l'expérience toute électrique avec la Zoé, en fait, j'ai été assez agréablement surpris du confort d'avoir cette ambiance confort de conduite finalement, sans bruit, très souple, avoir en conduite urbaine un dynamisme sûrement de véhicule qui est vraiment très performant. Et là où j'avais été très agréablement surpris, j'avais pas de wallbox à mon domicile pour faire de la recharge rapide. J'étais sur de la prise secteur. Et là où j'ai été très très agréablement surpris, c'est qu'en fait, j'ai pas vraiment vu la différence de consommation électrique sur la voiture. Alors j'avais pris pour habitude de recharger en heure creuse. Je planifiais mes recharges de façon à pas recharger quand c'était à plein tarif. Et le coût de l'électrique a pas été, de consommation électrique, n'a pas été décourageant. Bien au contraire. Autour des 5 euros, entre 5 et 7 euros. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi personnellement, de par mes besoins familiaux, j'irais plus sur de l'hybride. Parce qu'il y a ce côté confort au quotidien. Sécurité à quelque part, c'est ça, non ? Peut-être oui, et puis si on a, on va dire, on fait en moyenne par jour 30-50 km par jour, en fait, ça remplit le job. Et le moment où j'ai besoin de partir plus loin pour un week-end, je bascule automatiquement sur le thermique et la voiture remplit la mission. Alors, ok, on bien entendu. De toute façon, encore une fois, vous êtes dans l'état d'esprit général, on va dire, en France et en Europe. C'est-à-dire qu'on va plutôt sur l'hybride parce qu'on a aussi les problèmes de recharge, qu'on veut les éviter, qu'on ne veut pas avoir un problème d'autonomie. C'est vrai que les problématiques sont un peu différentes quand même en France hexagonale et en Martinique, parce qu'en France hexagonale, quand vous avez 600 bornes à faire, effectivement, vous êtes obligé aujourd'hui, quand vous avez un véhicule électrique, de calculer quelles sont les stations dans lesquelles vous allez vous arrêter, en espérant qu'elles ne soient pas en panne, qu'il y ait de la place. Qu'elle ne soit pas en panne. Ça, je l'ai vu cet été sur l'autoroute. Les gros panneaux lumineux en disant attention, la station prochaine, il n'y a pas d'électricité. Il vous reste 12 bornes à faire. Et là, c'est embêtant. Mais après, il y a un côté aussi positif à ces véhicules-là, c'est qu'en fait, on conduit aussi différemment. Oui. Notamment sur des longs trajets. C'est ça. Parce qu'on a cette contrainte de l'économie. Et on va être un peu plus souple, en conduite, éco-conduite, de façon à préserver l'autonomie du véhicule. Exactement. Et forcément, ça a un intérêt d'un point de vue sécurité routière, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple significatif d'une implication dans les accidents des véhicules électriques. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, il faut savoir si c'est bien dans les stats, parce que c'est peut-être pas sûr que ça soit rentré dans les stats. Alors si, parce qu'en fait, dans les statistiques, on indique l'immatriculation du véhicule et le type d'hydrocarbure, l'énergie qui est utilisée pour le déplacement du véhicule. Ok.
En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que, puisqu'on parlait de la France hexagonale, en Martinique, la problématique est un petit peu différente. Et d'ailleurs, la moyenne sur la Martinique de kilomètres par habitant, c'est 23 et pas 35. Vous voyez, donc comme quoi 23, c'est peu. Très peu. Moi, je disais 80 km par jour. Le gars de la Verre m'a dit non, 23 km, les gars, c'est stop. On ne fait pas beaucoup de kilomètres. Donc la problématique de l'autonomie, et je me retourne vers toi, Fabrice, elle est plus tellement mise en question. Parce que quand tu vends une voiture électrique, une question que je te pose en fait, qui en découle, quand tu vends une voiture électrique, je suppose que tu vends la wellbox qui va avec, en tout cas la box de recharge. C'est systématique, oui. C'est systématique. C'est systématique. L'offre est faite avec la wallbox. La wellbox. Donc le seul problème qu'on peut avoir finalement, c'est la seule contrainte, c'est qu'on soit dans une résidence. Exact. Le plus souvent, c'est la problématique, c'est ça. C'est que souvent les gens ils sont sur le 5e étage, au premier étage, ou alors ils sont dans une résidence. Ils ont la problématique de la prise, ils savent pas où mettre la prise. Donc souvent c'est ça. Mais en général, les personnes qui font le pas de prendre une électrique sont dans une maison individuelle, ont la possibilité de mettre là. Souvent, ils se renseignent avant. Donc ça veut dire qu'on charge le matin et le soir. Enfin, tant pis pour eux. Je veux dire, ceux qui peuvent pas, qui sont au 5e, je suis désolé, on n'a pas trouvé de solution encore. Je veux dire, alors déjà c'est cher. Je reviens au commandant, c'est cher la voiture électrique. Et en plus, je suis au 5e étage, je peux pas la charger. Alors c'est cher, tout est relatif. Ma résidence n'est pas d'accord pour que je mette une borne. Tout est relatif parce que quand tu fais le calcul, quand tu prends quelqu'un qui conduit une thermique aujourd'hui sur une année, tu fais le comparo avec une personne qui conduit une électrique sur une année. Disons que tu fais un plein par semaine. Tu fais le calcul. Mais en fait, c'est à l'achat que c'est mais à plus cher. Donc, les gens voient le prix à l'achat et ils calculent pas ça. Par exemple, pour ne pas les nommer, une C3 électrique, c'est moins de 30 000 ici en Martinique. Ça descend, là, les prix descendent. Ouais. Quand on a le 23 et 25 000, voilà. Ça descend. Là. Quand tu as le bonus écologique, enfin, c'est plus le bonus écologique, c'est la prime CE qui est déduite plus les offres qu'on fait en ce moment. Tu as un véhicule électrique qui te revient au prix d'une voiture thermique. Et sur une année, l'essence que tu ne fais pas, tu fais un voyage à la fin de l'année. Oui, bien sûr. Et sur une facture d'électricité, c'est entre 8 et 10 euros par mois. Et rappelons une dernière donnée, et on va s'arrêter parce que malheureusement l'émission se termine, mais rappelons quand même que pourquoi, alors d'abord les voitures électriques, enfin les nouvelles mobilités ont été mises en place par l'Europe au départ, par l'Europe. Donc c'est d'abord pour les gens qui sont asthmatiques, les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes de respiration, qui respirent donc des NOx en particulier, donc du CO2. Enfin, il faut se rappeler pourquoi ça a été fait au départ. On a tendance à l'oublier, on a l'impression que c'est une contrainte et pour les usagers, et pour les constructeurs, et pour les concessionnaires. Mais non, on fait ça pour essayer d'améliorer la qualité de l'air. On a tendance à l'oublier. On peut avoir une notion de tarif. Toi, ta junior, elle démarre à combien À partir de 33 000 euros, prix catalogue. Prix catalogue à partir de 33 000 euros. 33 000 euros. C'est une voiture, donc c'est un SUV, on rappelle. C'est un SUV, 4,18 m. On a un équipement qui est très correct par rapport à ce qui se fait. Une foison d'aide à la conduite. On a 3 niveaux de finition. Ouais. Alors il y a une finition spéciale, elle s'appelle comment, celle qui est la plus haute? La plus haute, c'est la Veloce. La Veloce, voilà. La Veloce, oui. Ça fait rêver déjà. On voyage déjà. On voyage. C'est ça. Non, c'est une voiture franchement qui est très 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 confortable, très agréable à regarder, à conduire. Moi, j'invite tout le monde à venir l'essayer. Donc vous savez où aller, parce que tu as installé maintenant au village automobile de Sodiva. Au village automobile de Sodiva. Donc c'est multimarque en fait, mais c'est ça. C'est nouveau bâtiment. Depuis peu. Historiquement, Sodiva ça a été Citroën. Oui. Après, c'était Citroën DS, et maintenant c'est Citroën DS, Alfa Romeo, Jeep et Fiat. Et Fiat, voilà. D'accord, ok. Je prends 30% sur toutes les ventes à partir de ce soir, ce qui est normal, parce qu'on en a parlé. Le numéro de mon directeur commercial, il n'y a pas de problème. Daniel Bouton, que j'apprécie beaucoup, voilà. Il va s'entendre, il va m'appeler, je suis sûr. En tout cas, on a été charmés de vous recevoir, donc merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi, bien sûr, ce soir les experts automoto sur Maxi Martinique, en simultané vidéo, je le rappelle, sur gtmag.fr, qui fait des essais toute l'année. Un jour, si vous devez changer de voiture, il faut aller sur GTMag, mon commandant Major idem. Il faut aller sur gtmag.fr. On essaye toutes ces voitures-là. On les a essayées d'ailleurs, les voitures d'Alfa Romeo. Toutes celles qui étaient disponibles. Alors je vous donne mes coordonnées.
Voilà, on n'a pas été conviés, on ne peut pas apprécier en fait. Ouais, Vous c'est ça. inquiétez pas. J'ai des cartes là, vous inquiétez pas. Et en ce moment, c'est une achetée, une offerte. Donc, il faut en profiter. Je laisserai le major payer et je prendrai celle offerte. Voilà. J'allais dire la même chose. Merci au commandant Julien Desmet, commandant de l'EDCF, l'escadron départemental de contrôle des flux, anciennement EDSR, on l'avait compris, parce qu'on en a parlé tout au début de l'émission. Merci au major Jean-Marc Boulanger, commandant de la brigade motorisée de gendarmerie de Fort-de-France. Merci à vous d'être venu. Avec plaisir. On va vous retrouver sur le bord des routes, sûrement, hein, donc en faisant votre travail, bien sûr. J'espère pas pour vous. Eh ben, j'espère bien ne pas être attrapé. Pour l'instant, ça va, je touche du bois. Normalement, je respecte à peu près tout. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Merci à Fabrice Montout d'Alfa Romeo Martinique, installé chez Soliva Citroën, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai marqué le long de la rocade parce que bon, c'était plus facile à s'en douter. Mais il y a un nouvel espace, tu nous l'as dit à un instant, Tout à fait. qui est en fait où on peut dire, comment on peut dire, en face il y a à côté d'eux, je sais pas, à côté de chez Citroën, à côté de chez Casey Moto, par exemple. C'est ça, à côté Voilà, de qui va Kaizen déménager Moto, d'ailleurs. Mais bon. qui a déjà déménagé. Ah, qui a déjà déménagé. Bon, Tout à j'ai un fait, petit qui est de moment l'autre côté retard. maintenant. Bon, ben voilà. Voilà. Donc, en tout cas, merci à toi d'être venu. On a parlé ce soir d'un modèle de véhicule qu'on L'Alfa Romeo Junior, oui. L'Alfa Romeo Junior qu'il faut aller essayer. Allez la voir déjà, allez voir l'essai déjà sur gtmag.fr et puis allez voir donc Fabrice Montout qui a offert une remise exceptionnelle grâce à cette émission de ce soir. Merci à toi Eric Rouget. Sans D'être problème, venu, avec plaisir, toujours. Fidèle au poste. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Anti diffusé sur Maxi Anti. Et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique. Et juste après, le Super Moscato Show. Et entre ces deux émissions, retrouvez l'Instant Auto, présenté chaque matin par moi-même, à 7h05 et 8h05. Et à vendredi prochain, 19h. Merci encore d'être venu. Merci à vous Merci pour à vous. Si l'invitation. vous avez des infos, la porte est ouverte, bien sûr. Vous venez quand vous voulez, évidemment. C'est parfait. On prend note. Merci encore, à très Merci. bientôt, à vendredi prochain. Bye bye, on reçoit API vendredi prochain. API pièces automobiles. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.